Bienvenue dans Dossier Noir. Je suis Nicolas et je vous invite à découvrir une affaire qui a marqué l'histoire criminelle. Installez-vous, baissez les lumières et ouvrons le dossier. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier qui a profondément bouleversé la Californie à la fin des années 1920. L'histoire de Gordon Stewart Northcott, propriétaire d'un ranch isolé près de la petite ville de Wineville. Un homme que ses voisins décrivaient comme courtois, discret et travailleur. Mais derrière cette apparence respectable se cachait une réalité bien plus sombre. Chapitre 1. Wineville est une petite communauté agricole située à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Quelques centaines d'habitants, des champs, des élevages et une succession de chemins poussiéreux. Au milieu de ce paysage se trouve un ranch modeste. À première vue, rien ne le distingue des autres exploitations de la région. Pourtant, c'est ici que Stewart Northcott choisit de s'installer avec sa mère, Sarah Louise Northcott. Né au Canada en 1906, Stewart est encore un jeune homme. Il parle facilement, il sait mettre les gens en confiance. Ceux qui le croisent le décrivent comme poli, travailleur, toujours prêt à rendre service. Mais derrière cette image se cache une personnalité bien différente. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'il exerce une influence considérable sur son entourage, en particulier sur sa mère, et sur son jeune neveu, Sanford Clark, un adolescent venu du Canada pour travailler au ranch. À son arrivée, Sanford pense participer à une simple exploitation agricole. Il ignore encore qu'il va devenir le témoin principal d'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'époque. Chapitre 2. Un homme qui inspire confiance. Stewart Northcott comprend rapidement que, pour agir sans attirer l'attention, il doit paraître parfaitement ordinaire. Son ranch emploie parfois des saisonniers. Des adolescents viennent occasionnellement y chercher un petit travail. Dans une Californie où de nombreuses familles vivent modestement, quelques jours de travail contre un peu d'argent représentent une opportunité. Northcott le sait. Il utilise cette image d'homme serviable pour approcher ses futures victimes. Chapitre 3. Les premiers enfants disparaissent. L'inquiétude grandit progressivement en Californie du Sud. Des garçons disparaissent, parfois après avoir quitté leur école, parfois après avoir accepté un petit travail, parfois simplement en rentrant chez eux. Les témoignages sont rares, les indices presque inexistants. Les enquêteurs traitent chaque disparition séparément. Aucun lien évident ne semble unir ces affaires. Les familles s'organisent. Des affiches sont distribuées dans les gares, dans les commerces, dans les journaux. Les récompenses promises augmentent, mais les semaines passent, sans résultat. Puis, en 1928, un père refuse d'abandonner. Son nom est Walter Collins. Son fils de 9 ans, Walter Collins Jr., a disparu quelques mois plus tôt. Convaincu que quelque chose ne va pas dans l'enquête, il poursuit inlassablement ses recherches. Il ignore encore que son combat va contribuer à faire tomber Stewart Northcott. À des dizaines de kilomètres de là, sur le ranch de Wineville, le temps est compté. Et quelqu'un commence à ne plus supporter le poids du silence. Chapitre 4. Le ranch de Wineville. L'endroit est suffisamment isolé pour que les voisins n'entendent presque rien. Les rares visiteurs ne restent jamais très longtemps. Pour les habitants de Wineville, le ranch est une propriété comme les autres. Pour Sanford, c'est un piège. Arrivé du Canada pour travailler auprès de son oncle, l'adolescent découvre rapidement que quelque chose ne va pas. Des garçons arrivent, puis disparaissent. Il pose des questions. Son oncle lui ordonne de se taire. La peur s'installe. Stewart Northcott exerce une emprise constante sur son neveu. Il le menace régulièrement. Sanford comprend qu'il risque sa vie s'il parle. Pendant des mois, il garde le silence. Mais chaque nouvelle disparition rend ce silence un peu plus lourd. Chapitre 5. Le mode opératoire. Elles suivent toutes un même schéma. Stewart Northcott choisit principalement de jeunes garçons, généralement âgés de 9 à 15 ans. Il recherche des enfants susceptibles d'accepter une offre de travail temporaire dans son élevage de poulets de Wineville. À la fin des années 1920, il est courant que des adolescents gagnent quelques dollars en aidant dans les fermes. Northcott exploite cette confiance. Il se montre poli, souriant et serviable. Il promet quelques jours de travail, un repas, un peu d'argent. Rien qui puisse éveiller les soupçons. Une fois les garçons conduits au ranch, ils se retrouvent complètement isolés.
La propriété est éloignée des habitations. Les vergers et les champs qui l'entourent rendent toute fuite particulièrement difficile. Selon les déclarations de Sanford Clark, le neveu de Northcott, les victimes étaient retenues contre leur volonté dès leur arrivée. Clark expliquera que son oncle exerçait une domination permanente fondée sur la peur, les menaces et les violences. Lui-même n'avait que 13 ans lorsqu'il fut amené du Canada au ranch. Durant près de 2 ans, il subit des violences physiques, psychologiques et des sévices d'une extrême gravité. Au procès, Sanford racontera qu'il vivait dans la crainte constante d'être tué s'il désobéissait. Les enquêteurs concluront qu'il agissait sous une contrainte extrême. Ils le considéreront comme une victime plutôt que comme un complice. Selon les témoignages retenus par la justice, Northcott commettait ensuite des sévices d'une extrême gravité sur plusieurs de ses victimes avant de les assassiner. Les causes exactes de certains décès n'ont cependant jamais pu être établies avec certitude. Les investigations et les aveux évoquent l'utilisation d'une arme à feu dans certains cas et d'une hache dans d'autres. Après les crimes, Northcott tente systématiquement de faire disparaître les preuves. Les enquêteurs découvriront qu'il utilise notamment de la chaux vive afin d'accélérer la décomposition des corps. Selon Sanford Clark, plusieurs corps auraient également été démembrés avant que leurs restes ne soient dispersés ou enterrés sur la propriété. Chapitre 6. Sanford Clark, le témoin qui fait basculer l'affaire. Pendant des mois, Sanford Clark vit dans la peur. Chaque journée est une épreuve. Il sait ce qui se passe, mais il sait aussi que son oncle n'hésiterait pas à s'en prendre à lui. À l'été 1928, Sanford parvient finalement à quitter le ranch. Il retrouve sa sœur Jessie. En voyant son état, elle comprend immédiatement que quelque chose de grave s'est produit. Peu à peu, Sanford commence à parler. Ses confidences sont d'abord difficiles à croire. Puis il livre des détails que personne ne peut inventer. Les policiers décident alors de retourner au ranch. Cette fois, ils savent précisément où chercher. Et ce qu'ils découvrent dépasse leurs pires craintes. Chapitre 7. L'enquête. Les fouilles mobilisent policiers, médecins légistes et spécialistes. Chaque bâtiment est inspecté. Chaque outil est examiné. Les enquêteurs mettent au jour plusieurs indices concordants qui confirment les déclarations de Sanford. Ils retrouvent plusieurs tombes peu profondes. Des fragments d'ossements, des cheveux humains, des traces de sang, des vêtements, des effets personnels appartenant à plusieurs garçons disparus. Pour les experts de l'époque, le travail est particulièrement difficile. Chaque ossement est étudié. Chaque objet est comparé au signalement des familles. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. Les enquêteurs comprennent alors que le ranch de Wineville cache une série de crimes qui duraient probablement depuis plusieurs années. Même après le procès, une question demeure. Combien de victimes Stewart Northcott a-t-il réellement faites? Chapitre 8. L'arrestation et les aveux. À la fin du mois d'août 1928, Stewart Northcott est en fuite. Les autorités diffusent son signalement dans tout le pays. Pendant plusieurs jours, personne ne sait où il se cache. Mais les enquêteurs découvrent rapidement qu'il a franchi la frontière canadienne. Le 19 septembre 1928, la police montée canadienne le localise en Colombie-Britannique. Il est arrêté sans opposer de résistance. Quelques semaines plus tard, il est extradé vers la Californie. À son arrivée, journalistes et photographes se pressent devant le tribunal. Toute l'Amérique suit désormais l'affaire. Les preuves accumulées sur le ranch sont accablantes. Le témoignage de Sanford Clark est précis. Les enquêteurs confrontent Stewart Northcott aux éléments découverts. Il change constamment de version. Il nie, puis reconnaît certains faits, avant de revenir sur ses déclarations. Au fil des interrogatoires, il multiplie les contradictions. Les policiers comprennent rapidement qu'ils ne pourront jamais connaître le nombre exact de victimes. Certaines familles n'obtiendront jamais de réponse. Chapitre 9. Le procès de Stewart Northcott s'ouvre à Riverside à la fin de l'année 1928. Très vite, l'affaire passionne toute l'Amérique. La salle d'audience est comble. Journalistes, curieux et familles des victimes assistent à des audiences particulièrement éprouvantes. Le témoin principal est Sanford Clark. Pendant plusieurs heures, il raconte la vie au ranch, les menaces, la peur permanente et les crimes dont il affirme avoir été le témoin. Son récit est précis. Il est appuyé par les nombreux éléments découverts lors des fouilles du ranch. Les jurés l'écoutent dans un silence absolu. Les experts présentent ensuite les vêtements, les effets personnels, les fragments d'ossements
et les autres indices retrouvés sur la propriété. Même si les techniques scientifiques de l'époque restent limitées, l'ensemble des preuves convainc le jury. Stewart Northcott est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La justice retient notamment les meurtres des frères Lewis Winslow, Nelson Winslow, ainsi que celui d'un jeune garçon dont l'identité n'a jamais pu être établie avec certitude. Il est condamné à la peine de mort. Sa mère, Sarah Louise Northcott, est également jugée pour son implication dans l'affaire. Elle est reconnue coupable de son rôle dans le meurtre de Walter Collins et condamnée à la prison à perpétuité. Elle sera finalement libérée sur parole en 1940, après 11 années de détention. Mais le procès ne répond pas à toutes les questions. Au cours de plusieurs interrogatoires, Stewart Northcott affirme avoir fait bien plus de victimes. Selon les sources, il évoque successivement 5, 9, 10, puis jusqu'à une vingtaine de garçons. Pourtant, il change régulièrement de version. Les enquêteurs vérifient chacune de ses déclarations. Certaines correspondent à des disparitions connues. D'autres ne reposent sur aucun élément matériel. Faute de preuves suffisantes, les autorités ne pourront jamais confirmer ses aveux. Près d'un siècle plus tard, les historiens estiment que le nombre réel de victimes se situe probablement au-delà des crimes officiellement retenus par la justice. Chapitre 10. Le dernier jour. Le 2 octobre 1930, Stewart Northcott est conduit vers la potence de la prison d'État de Saint-Quentin. Durant son procès, il avait souvent affiché une attitude froide, arrogante et parfois provocatrice. Mais, selon plusieurs témoins présents ce matin-là, cette assurance disparaît lorsqu'il comprend que son exécution est imminente. À l'approche de l'échafaud, Northcott est pris de panique. Il supplie les gardiens de lui couvrir les yeux et demande qu'on lui place un bandeau afin de ne pas voir la corde. Quelques instants plus tard, la trappe s'ouvre. Cependant, l'exécution ne se déroule pas comme prévu. Selon les rapports de l'époque, le mouvement de Northcott au moment de la chute aurait réduit son efficacité. La fracture cervicale normalement recherchée lors d'une pendaison judiciaire ne se produit pas. Au lieu d'une mort rapide, il agonise plusieurs longues minutes par strangulation. Le médecin de la prison ne peut constater officiellement son décès qu'après une attente particulièrement éprouvante. Ainsi s'achève la vie de Gordon Stewart Northcott. Avec sa mort disparaît le principal témoin des crimes de Wineville. Et avec lui, sans doute, la vérité complète sur le nombre exact de ses victimes. L'affaire choque profondément la Californie. Les journaux en parlent pendant des mois. Les habitants de Wineville veulent tourner la page. Le nom même de leur village est désormais associé à l'horreur. En 1930, une décision exceptionnelle est prise. Wineville change officiellement de nom. La commune devient Mira-Loma. Un changement destiné à effacer un passé devenu insupportable. Mais les archives, elles, demeurent. Conclusion. Près d'un siècle plus tard, l'affaire Northcott demeure l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle américaine. Non seulement par les crimes commis, mais aussi parce qu'elle a révélé les failles d'un système incapable, à l'époque, de relier plusieurs disparitions d'enfants survenues dans différentes juridictions. Elle rappelle également le rôle essentiel des témoins. Sans Sanford Clark, adolescent terrorisé devenu témoin clé, les enquêteurs n'auraient probablement jamais découvert ce qui se passait derrière les clôtures du ranch de Wineville. Aujourd'hui encore, certains historiens estiment que toutes les victimes n'ont jamais pu être identifiées. Cette incertitude fait partie des zones d'ombre qui entourent toujours cette affaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre avis et à proposer une prochaine affaire que vous aimeriez découvrir. À bientôt pour un nouvel épisode consacré à une autre grande affaire criminelle.